Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, il est 8h39 très exactement sur Studio Kalita, l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens, si l'ordinateur veut bien se mettre au diapason. Une revue de la presse que nous allons débuter par le Maariv, qui révèle dans sa page d'ouverture que de hauts fonctionnaires israéliens ont démenti les rumeurs selon lesquelles ce sont des Israéliens qui seraient derrière la relance publique de l'idée d'une confédération jordano-palestinienne telle qu'elle aurait été soumise récemment par les Américains à Mahmoud Abbas. Nous en avons parlé avec Denis Charbit. À Jérusalem, on affirme que la position officielle de M. Netanyahou n'a pas changé et qu'il reste favorable à la création d'un État palestinien démilitarisé, ce que l'on appelle en hébreu un Medinat Minus, avec un contrôle sécuritaire israélien aux frontières, en particulier sur le Jourdain, le long de la frontière est de l'État d'Israël. Toutefois, selon un haut fonctionnaire israélien, l'impasse prolongée dans le processus de paix conduit à la présentation de nouvelles idées ou d'idées renouvelées par les Américains. Je vous rappelle que Mahmoud Abbas a affirmé qu'il était prêt à envisager une confédération jordano-palestinienne, mais à condition, a-t-il dit, qu'Israël en fasse partie. Quant à la Jordanie, eh bien, elle a très rapidement exprimé son opposition farouche à une telle idée qui avait été présentée, comme nous l'avons dit tout à l'heure avec Denis Charbit, pour la dernière fois il y a une trentaine d'années, après l'accord de Londres en 1987 qui avait été torpillé par le Premier ministre de l'époque, Yitzhak Shamir. D'ailleurs, le Israël Hayom consacre sa manchette ce matin à cette opposition farouche de la Jordanie à l'idée d'une confédération. Le journal titre « La Jordanie contre Abou Mazen » et il cite une ministre jordanienne qui a affirmé qu'un tel dossier ne mérite même pas d'être débattu. Quant à l'un des responsables de l'OLP, il affirme qu'il s'agit là d'une tentative de saborder les efforts en vue d'une réconciliation palestinienne. Par contre, un ministre israélien qui a tenu à conserver l'anonymat n'a pas écarté la possibilité de développer une telle idée de confédération. Cela pourrait être envisageable, mais uniquement après le départ de Mahmoud Abbas. En marge, le Israël Hayom révèle que le raïs palestinien aurait affirmé qu'il exigeait en échange de son retour à la table des négociations le remplacement pur et simple de Jason Greenblatt, qui est le conseiller spécial du président Trump pour le Proche-Orient. Certains responsables palestiniens mentionnent en particulier l'éditorial très pro-israélien rédigé hier par Greenblatt dans le Israël Hayom, un édito dont je vous ai cité dès hier de larges extraits pour prouver que Greenblatt penchait très nettement en faveur de la position israélienne et que par conséquent il ne pouvait pas continuer à être une sorte de médiateur impartial. Le Yediot Aharonot, lui, consacre une double page au début de son édition à ce qui est en train de se passer à Idlib, dans le nord de la Syrie, à l'approche d'une offensive de l'armée régulière syrienne, une offensive qui semble maintenant incontournable et qui effraie les réfugiés syriens qui se trouvent dans la ville assiégée. Le Yediot Aharonot parle de la catastrophe humanitaire qui se tient actuellement dans la ville d'Idlib et cite la rapide conversation que Smadar Peri, sa spécialiste du monde arabe, a eue avec l'un des habitants assiégés qui s'appelle Muhatsim et qui demande « Que va-t-il nous arriver ? Vers où allons-nous fuir ?» Le Yediot Aharonot explique que la Russie, la Syrie et la Turquie débattent actuellement du sort d'Idlib. Enfin, le journal revient sur une information que nous avons mentionnée hier sans confirmation de mystérieuses attaques en territoire syrien, comme l'attaque d'un convoi le long de la frontière entre la Syrie et l'Irak, et ce alors que l'Iran a déployé, non plus en Syrie mais cette fois en Irak, des batteries de missiles qui menacent directement le territoire israélien. Face à ces développements, le ministre israélien de la Défense, qui était l'invité de la conférence des décisionnaires organisée hier par les Hadashot de l'ex-seconde chaîne de télévision, a déclaré « Si c'est nécessaire, nous attaquerons même les forces iraniennes en territoire irakien ». Une déclaration qui a suscité, nous l'avons déjà dit, de vives réactions, y compris de la part de certains officiels irakiens. Le Haaretz ce matin mentionne en première page de son édition, en page d'ouverture de son site, le développement inattendu du réseau éducatif du Parti Chasse et la Mahayan. De prime abord, le nombre de jeunes élèves qui ont intégré ce réseau a augmenté de près de 10 000. Et ce alors que le Parti Chasse lui-même s'est considérablement affaibli dans les sondages et qu'il pourrait avoir les plus grandes difficultés à repasser à nouveau le seuil d'éligibilité lors des prochaines élections législatives. Mais, explique le Haaretz, eh bien, il s'agit là d'une approche, d'une vision faussée. En effet, ces élèves ne sont pas eux-mêmes séfarades, mais il s'agit de jeunes orthodoxes ashkénazes qui ont intégré pour diverses raisons le réseau séfarade, donc Edel Amayan. Et de facto, au lieu d'être satisfaits, donc les dirigeants de chasse, au moins certains d'entre eux, se demandent aujourd'hui
Que reste-t-il de la révolution séfarade initiée par le parti Chasse il y a maintenant 30 ans? Le Haaretz toujours révèle ce matin que les autorités israéliennes ont exercé ces derniers jours d'intenses pressions sur Federica Mogherini, la chef de la diplomatie européenne, afin qu'elle annule une rencontre qu'elle avait prévue avec Ayman Oudeh, le chef de la liste arabe unifiée à la Knesset. Apparemment, les pressions n'ont pas eu l'effet escompté. Mogherini, qui n'est pas considérée comme une véritable amie d'Israël, a fait savoir qu'elle rencontrera les représentants élus de tous les parlements, y compris des membres de l'opposition, et qu'Israël ne faisait pas exception en la matière. La rencontre avec Mogherini des députés arabes israéliens devrait avoir lieu aujourd'hui à Bruxelles. L'ancien chef d'état-major de Tsahal adjoint, le numéro 2 donc de l'armée israélienne, le général Yair Golan, qui est l'un des 4 candidats au poste de chef d'état-major de l'armée israélienne après le général Gadi Eisenkot, a déclaré hier, toujours lors de la conférence des décisionnaires à Jérusalem, qu'il n'était pas possible de remporter des guerres uniquement avec des armes et des services de renseignement. Dans une critique voilée en direction du gouvernement et peut-être aussi du Premier ministre, le général Golan a affirmé qu'il y avait un paramètre qu'il était difficile de prévoir ou de prédire, celui du leadership. J'espère qu'à chaque fois que nous serons devant une crise, eh bien nous aurons la chance d'avoir un leadership tel que celui de Winston Churchill au moment de la Seconde Guerre mondiale. C'est à mon avis l'exigence que doivent avoir les citoyens israéliens envers leur leadership, dixit Yair Golan, qui avec de telles déclarations ne risque pas de s'attirer beaucoup, par en particulier l'amitié du Premier ministre, justement dans le processus de décision du chef d'état-major. Pour l'instant, on ne connaît pas le nom du prochain commandant en chef de l'armée israélienne. Le Israël Hayom cite encore ce matin une déclaration faite par Naftali Bennett, là encore dans le cadre de la convention décidément des décisionnaires qui s'est tenue hier à Jérusalem. Naftali Bennett a repris des propos du Premier ministre sur son désir de voir le Likoud obtenir au lendemain des élections législatives au moins une quarantaine de députés. Un tel développement, a affirmé Naftali Bennett, signifierait l'élimination de toute la droite idéologique et du foyer juif. Donc un avertissement lancé par le ministre de l'Éducation et leader du foyer juif. Et puis le Haaretz affirme que l'Eurovision, les instances de l'Eurovision ont envoyé une lettre à Binyamin Netanyahou en lui enjoignant d'accepter la tenue de répétition durant le Shabbat à la veille de la finale du concours Eurovision de la chanson qui, vous le savez, doit se tenir en Israël en 2019. L'Eurovision exige également que l'entrée aux représentations des demi-finales et des finales soit autorisée, je cite, pas pour tous, sans distinction politique et qu'il y ait une véritable liberté d'expression autour de ce concours. Enfin, il exige que le consortium Cannes, qui va donc diffuser le concours, est une totale liberté dans la présentation de ce concours. Une lettre qui, de prime abord, donne l'impression que les dirigeants de l'Eurovision ne connaissent pas véritablement la réalité israélienne sur le terrain. Et puis, nous en avons parlé tout au cours de cette revue de la presse, également dans le journal. Il y avait donc de nombreux invités prestigieux hier soir, lors de la conférence des décisionnaires organisée par les Hadashot de l'ex-seconde chaîne de télévision, mais parmi eux, eh bien, plusieurs ministres influents, plusieurs personnalités, mais celle qui a volé la vedette, eh bien, n'a été autre que Monica Lewinsky, celle qui fut l'amante célèbre du président américain Bill Clinton. Elle était l'une des invitées de marque. Après avoir relaté l'affaire qui l'a rendue célèbre, Monica Lewinsky devait répondre aux questions de la présentatrice vedette du journal télévisé des Hadashot, Yonit Levy. Mais dès que Levy a posé la première question, il lui a demandé si elle exigeait de Bill Clinton des excuses. Lewinsky, visiblement fâchée, froissée, s'est levée et elle a quitté la scène du Binyané Haoma sans plus d'explication. Et puis le Yediot Ahronoth revient sur une enquête qui révèle qu'un Israélien sur 2 souffre d'obésité et un Israélien sur 4 suit en permanence des régimes pour tenter de maigrir, ce qui signifie que la moitié des Israéliens n'ont pas l'intention apparemment de maigrir et se trouvent pleinement en forme avec un petit peu d'embonpoint. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve au téléphone avec Samantha Assouli, la présidente du célèbre Cœur des Mamans, pour la campagne que cette organisation de chesed, de bienfaisance, organise à l'occasion de Rosh Hashanah et des fêtes de Tishri. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.